Salut, c'est Magna Magister. La deuxième partie du chapitre 1 de la campagne Rollmaster Planescape Shadow World, c'est maintenant. Et donc on recommence sur les chapeaux de roue avec le scénario 12 auquel donc participaient Bat avec Ikeractor, Nico avec Elcelia, Cyril donc avec probablement c'était quel perso qui jouait à l'époque avec donc Ezekiel, voilà, le fameux demi-géant barbare pionique du monde d'Atas. Et Yas qui jouait toujours son bestiaire. Et Butch, évidemment, Thanos. Ce 12e opus, c'est adapté donc de The Jade Dagger, qui est un scénario officiel du monde de Shadow World, que j'ai donc repris à mon compte aussi pour, on va dire, ma campagne. Et donc, durant la saison hivernale, les souterrains alentour du palais sont complètement inondés. On est toujours au palais de Tann, la pluie ne cessant de tomber depuis des semaines, en plus évidemment des orages d'essence. C'est durant cette période donc qu'ils décident, fort des réfugiés ramenés d'Alkiteng, de prendre donc des domestiques pour s'occuper du palais. Seulement quelques jours donc après leur arrivée, l'une d'entre eux est retrouvée morte, assassinée dans sa chambre. Son corps a été vidé de son âme alors qu'il ne présente qu'une coupure superficielle. Donc les aventuriers partent alors à la poursuite du meurtrier. Après une traque des plus ardues, donc les conditions climatiques n'étant pas à la tâche, l'assassin est retrouvé et mis hors d'état de nuire. Il s'agit d'un demi-elfe, ou un elfe noir Vorloy, vêtu donc d'habits d'émeraude, cape et masque de nature magique et maléfique, et d'une dague magique pouvant absorber les âmes. Ils entreprennent donc de ressusciter l'âme de leur domestique décédé, une Vorloy comme Eldorine. De sa bouche, une fois ramené à la vie, et en payant grassement donc les hommes-dieux en sigil, et eux ils avaient déjà des rapports, on va dire, avec les factions de sigil, ils apprennent qu'elle était ensuite de l'île de Jade et poursuivie depuis Kaltain par un membre de la Fraternité d'Émeraude, une secte vouée à Agos et dirigée donc par Talage Morne, au prêtre Diar. Donc là on entre vraiment dans les factions assez sombre, on va dire, du monde de Shadow World. Donc cette secte a chassé le culte du dragon de Jade, une cativire rescapée de la première ère. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est qu'un cativire, en parvenant à évincer ses gardiens, le mystique, le prêtre et le guerrier. C'est sous l'impulsion du mystique, Matavourde, encore en activité, qu'Elnisia a été chargée d'aller quérir de l'aide pour éveiller les gardiens et le dragon de Jade. Ils sont en hibernation dans un lieu secret, les aventuriers disposant d'une carte de l'île pour trouver le lieu, gravé dans la pierre d'émeraude d'une bague que portait justement Elnisia, et chasser la fraternité maléfique hors de l'île de Jade. Seulement, l'assassin l'a frappée avant qu'elle n'ait pu en parler à ses infortunés protecteurs, les aventuriers. Ces derniers promettent d'organiser une expédition sur l'île de Jade au printemps, quand la mer sera redevenue navigable. Voilà, c'était le premier, puisque le scénar va avoir lieu en deux parties, avec évidemment toujours un petit lien. Ça, n'hésitez pas quand vous commencez à placer des PNJ, placer des éléments et donner, on va dire, des réponses dans votre campagne quelques scénarios plus tard. C'est toujours sympathique de revenir sur un événement ou sur, on va dire, un détail précédent et de le développer à votre mesure. Voilà. Scénario 13e, c'est un solo encore avec Nico. Et oui, Nico, avec son personnage, donc Elcelia, avait pour habitude de faire des solos avec moi. Euh, donc là, c'est un flashback durant la période de déstabilisation de Waterfall City, précédant la bataille. Elcelia entreprend de déstabiliser la ville en infiltrant le milieu. Elle se heurte bientôt à des criminels liés de près ou de loin au culte des étoiles, ou du moins le croit-elle. Après un âpre combat où elle élimine deux assaillants, Elcelia se retrouve impuissante devant son dernier adversaire. Elle est sauvée in extremis par deux individus dont l'un lui est connu. Elle se réveille dans une auberge luxueuse avec Trainen Elend à son chevet. Ah, encore lui. Viennent alors les explications. Il représente l'alliance et combat le culte des étoiles et le cercle des secrets dont il dépend. En effet, le cercle des secrets est une institution extrêmement puissante, composée, on va dire, d'immortels qui changent en fait de corps et
et dont en fait les âmes, elles, se perpétuent en fait de corps en corps, de corps d'accueil en corps d'accueil. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi. Leurs velléités sur la région sont purement commerciales et politiques, tout comme en Thule et en Nagira, Ikerator s'étant enfui pour échapper à leur domination. Son intervention quant à Tanis et à la famille d'Arnéville consistait à profiter du grand savoir de l'ancien Lord Master, donc Tanis le sculpteur, ou Tanis d'Orguillon, contre sa libération tout en mettant Uther à la tête du domaine. Il lui propose donc de rejoindre l'Alliance, qui ne compte que des elfes noirs mentalistes dans ses rangs, avec des Kuluku pour serviteurs ou Kalsha, comme ça qu'on les appelle. Et devenir peut-être Gennara, émissaire, avec tous les avantages que cela implique, un garde du corps et une boussole semblable à celle des navigateurs. Elle apprend ultimement que ses parents ont été tués par le culte des étoiles, parce qu'ils servaient l'Alliance. L'un était membre donc justement de la confrérie des 13, et causait du tort au cercle des secrets. Elle s'y a prête allégeance, sans savoir à quoi elle s'expose évidemment, car dans le monde, on va dire, de Shadowworld, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Scénario 14e, la forteresse de Greymold. Donc Nico qui joue Elcelia, Bad qui joue Ikerator, Cyril donc qui joue Ezekiel, Butch qui joue toujours Thanos, et Hélène qui joue toujours Kalia, la sœur de Thanos. Donc Ikerator reçoit une invitation émanant du prince de Greymold visant à réunir les grandes familles et dirigeants de la région, ce afin de se mettre d'accord quant à la conduite à tenir concernant Melkart. Évidemment qui est toujours un problème, puisque maintenant il règne, je vous l'avais dit dans la première partie, sur Waterfall City, qui est un charnier, puisque les joueurs avaient aidé à la détruire. La délégation découvre la forteresse inexpugnable de Greymold. Donc là, j'avais fait une magnifique illustration de la forteresse de Greymold. Où est-elle? Je vais la retrouver. Ça, c'est pas la bonne. La forteresse d'Estreuve, j'avais pris un plan. La forteresse de Greymold, là voilà. Ça va avoir son importance également un petit peu pour la suite. Je l'ai un petit peu utilisé. Et donc avec, évidemment, les souterrains. Mince, oui, il est là. Les souterrains, voilà. Ça existe au niveau des plans. Comme je vous dis, j'avais plaisir à dessiner des plans à l'époque. Aujourd'hui, j'ai un peu moins de temps quand même pour le faire. Et je prépare donc mes scénarios autrement. Mais si vous, c'est votre, on va dire, votre truc de préparer des plans pour chacun des lieux où vont se passer les événements importants de votre campagne, que vous pouvez réutiliser après en plus, s'il y a d'autres scénarios, d'autres intrigues qui s'y déroulent, eh ben, Banco Royal, allez-y. Donc, la délégation découvre la forteresse inexpugnable de la famille de Greymold, Ikerator percevant le terrible pouvoir démoniaque qui émane des murs. La place forte est protégée par une entité d'une puissance extraordinaire liée au lieu par des moyens indicibles. Dans la salle d'audience du donjon, la délégation reçoit les représentants de la famille de Greymold, le prince et son époux, Ilana, d'Estreuve, Angrasse, le neveu de Gilas, intendant du domaine pendant son absence, Arkirion, Delmia, Orimar et Darnéville. On les retrouve tous. Un mort-vivant qui est une marionnette de Tanis, si vous aviez suivi. Et la famille Kiradon. Donc on en est à 7, c'est bien ça. Greymold, Estreuve, Arkirion, Delmia, Orimar, Arnéville et donc Kiradon. 7. C'est important, on va dire, parce que comme je vous avais dit, je vous ai un peu spoilé au début, mais il y en a 8 en fait, puisqu'il y a aussi les Orguillons, mais qui ont un statut un peu particulier. La discussion tourne vite au règlement de compte au vu des accusations émanant d'Angrasse envers Ikerator, en particulier en ce qui concerne sa collaboration avec les pillards du vaisseau Monde pour faire tomber Waterfall City. Et c'est l'affrontement. Ezekiel et Thanos tuent Angrasse et ses gardes du corps, dépouillant leurs cadavres par la même occasion. Alors Ilana révèle sa véritable intention et sa véritable nature en tuant les représentants de toutes les familles, excepté les Arnéville, évidemment, de manière très sanglante. Ilana est en effet un lieutenant de Melkart, oh révélation, et dirige le domaine en son nom. Donc les Greymold sont évidemment des vassaux de Melkart. Oh là là, quelle misère. L'entrevue était un piège, elle lui a permis de cerner les intentions de chacun. Melkart est prêt à leur pardonner leur trahison à condition qu'il ne le gêne plus dans ses entreprises. Le domaine de Tann restera sauf tant qu'Ikerator et ses gens s'occuperont de leurs affaires. Et le seigneur de Tann accepte, évidemment, parce que
Ce sont des hypocrites, des opportunistes, mais ce sont aussi parfois des lâches. Fallait quand même, quand ils voient que ça tourne pas dans leur sens, bon, ils se disent, ok, on va dire oui pour l'instant, comme ils ont fait la première fois avec Melkart, parce qu'ils en ont vraiment sacrément la trouille. Et ils se retournent contre lui quand ils en ont la possibilité. Voilà, c'était, on va dire, tout le temps comme ça. J'avais quand même des joueurs plutôt sympas. Hein. C'était vraiment une campagne très très particulière de ce côté-là, parce que, question, on va dire, moralité des gens, c'était les pires opportunistes de l'univers. Quoi. Et encore des opportunistes, on sait, on va dire, ce qu'ils vont faire, eux, non, on savait jamais. De retour au palais, Ikerator souhaite profiter de la vacance du pouvoir dans le domaine des Strub pour l'annexer. Euh, et d'ailleurs, Ilana de Greymold lui avait laissé la possibilité de le faire. Ikerator donc invoque des géants pour détruire la forteresse. Sa nature maléfique ne lui permettant pas de la prendre. Et oui, car maintenant il est devenu maléfique, Ikerator, évidemment. Et la forteresse de Destrub était protégée contre les êtres maléfiques. La forteresse finit par ployer sous les achats de rochers. Encore une nouvelle fois, Thanos aussi aide un petit chouïa en balançant des cailloux avec sa force extraordinaire. Gilas et Taline apparaissent alors, menés dans une nef des navigateurs pour châtier ceux qui ont assailli sa forteresse et son domaine. Thanos s'interpose pour défendre Ikerator, mais Gilas, porteur de l'armure familiale et aidé de Taline, parviennent à le vaincre. Et oui, premier mort dans les PJ de la campagne, Ikerator est décapité. Il décapite donc Ikerator. Elseia, qui n'est pas intervenue, est laissée sauve. Elle devient désormais le seigneur du domaine. Voilà. Donc là, scénario 14e, dernier, on va dire, rebondissement qui mène, on va dire, à la chute du seigneur du royaume de Tan. Et voilà, faute de l'opportunisme. Alors je sais que ça avait été assez tendu quand même à l'époque, mais bon, voilà, je pense que maintenant, en voyant un peu les événements, vous pourrez juger par vous-même, on va dire, si c'était justifié ou pas que j'aille là-dessus, parce que franchement, je le dis, faire un perso à Rollmaster, ça prend énormément de temps. C'est un grand plaisir, on joue vraiment le perso de ses rêves. Donc je ne tue pas les personnages, on va dire, sur un jet de dés. C'est pas comme dans un jeu, comme dans Dungeon Crawl classique, par exemple, que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Où là, donc, les PJ, ils meurent, on va dire, par paquet de 10. Donc, généralement, je laisse quand même des chances. C'est pour ça que j'ai instauré des points de destin. Mais là, on va dire, la coupe était quelque peu pleine. Mais bon, ils avaient toujours quand même, en tant que joueur, on va dire, la mauvaise foi affichée de vouloir, de m'en vouloir, en tout cas, comme si je l'avais tué, on va dire, de manière affreuse, outrancière et arbitraire en tant que vilain MJ derrière l'écran. Mais bon, voilà, c'est passé, hein, ça fait 15 ans. Voilà, on en a vu de pire, parce que c'est pas le premier perso qui va perdre. Mais vous allez voir la suite. Scénario 15e, donc la déesse tombée du ciel. L'hiver bat toujours son plein dans le royaume perdu de Tanor. Les orages d'essence se déchaînent sans relâche depuis plusieurs semaines quand une lueur traverse le ciel noir. Donc là, joue, comment dire, ce scénario-là. Donc Nico qui joue encore Elselia, Yas qui joue toujours son bestiaire. Et donc j'ai deux nouveaux joueurs, donc le grand Vincent, c'est comme ça que je vais l'appeler parce que Butch, en fait c'est son surnom, mais il s'appelle aussi Vincent, donc ça va être dur à différencier. Qui lui donc jouait son premier personnage, donc qui devait être, comme je l'avais dit, ça devait être Gortag, donc le Sicaire de Mitrol. Mais il va vite changer de personnage et son deuxième personnage va entrer un peu plus dans l'histoire de la campagne. Et j'en reparlerai. Et Will, qui lui va donc introduire un personnage qui va énormément compter dans la campagne, parce que c'est un personnage de décor extrêmement important, qui est donc le fameux donc, mage des forces, qui est une excellente classe de personnage d'ailleurs, qui est donc dans le compagnon 5, si mes souvenirs sont bons. De toute façon, je vous l'ai présenté, on va dire... je vais essayer de vous montrer sa feuille de perso. La voilà. Voilà. Donc ça, c'est la feuille de perso qu'il m'a laissée. D'ailleurs, je le salue si jamais il en vient à écouter cette... Et donc, il jouait Corfax, avec un K ou un C, ça dépend. Il y avait plusieurs orthographes.
Et donc Corfax, qui est en fait, qui a la particularité d'être un mage venant de l'univers de Shadowrun, c'est-à-dire de l'univers du sixième monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une petite anecdote à la table de jeu. Il avait l'habitude en fait de faire des blagues à base, on va dire de choses un peu décalées qui faisaient référence évidemment à notre monde moderne. Voilà, des blagues qui moi me faisaient plier de rire. Et à force, tellement à force on va dire de développer ces blagues là, je me suis dit mais c'est pas possible, tu viens comment dire probablement de l'univers de Shadowrun quoi, t'étais un mage on va dire dans l'univers de Shadowrun et j'ai trouvé l'idée intéressante à développer. Elle aura de l'importance d'ailleurs sur la suite de la campagne, puisqu'il y aura un lien entre ma campagne Shadowrun et la campagne Rollmaster. Si, je l'ai fait. Après tout, on fait ce qu'on veut. Et donc, il a assumé très pleinement. Voilà, et il est resté jusqu'à la fin de la campagne. D'ailleurs, son perso est toujours vivant, hein, techniquement. Il est pas mort. Il a toujours fait un peu partie des murs. Et donc, il est encore, on va dire, un PNJ qu'on peut rencontrer. Normalement, il est retourné dans son monde, mais il revient quand même de temps en temps, puisqu'il en a la possibilité. Et donc, c'est vraiment, on va dire, un personnage que tout le monde a toujours apprécié, qui était très sympa, on va dire, pour le décor, quoi, pour aussi le côté décalé et fun. L'hiver toujours son plein donc, dans le royaume perdu de Tanor. Les orages d'essence se déchaînent sans relâche depuis plusieurs semaines quand une lueur traverse le ciel noir. Se rapprochant avec une vélocité vertigineuse, une boule de feu déchire les nuages d'encre et il termine sa course sur le sol en ébranlant la croûte terrestre dans un vacarme assourdissant. Souvenez-vous, la vision qu'ils avaient vue dans le lac de verre. Elseia et Eldorin partent sans attendre à la rencontre de l'objet céleste, s'adjoignant à la compagnie d'un sanglier qui deviendra la mascotte du groupe. Le fameux sanglier est très important dans le scénario, et pas que d'ailleurs. Arrivé sur les lieux, il découvre un paysage dévasté, des arbres couchés sur plusieurs centaines de mètres, avec au beau milieu du chaos un cratère d'où émerge une masse ovoïde d'aspect métallique au contour parfait. Quatre individus apparaissent alors. Il s'agit ni plus ni moins que de Traenen qui mène ses employés, Gortak, donc un demi-troll Sicaire, et Tarascus, un mage des forces humains, donc qui se faisait aussi appeler Tarascus à l'époque, avant de devenir, on va dire, celui qu'on connaît, c'est-à-dire Corfax. C'était son surnom. Et enfin, Ashura, une Houri demi-elfe. Donc il y avait également Ashura, c'est-à-dire le perso d'Elodie. Tiens, pourquoi je ne l'ai pas noté? Donc ça veut dire qu'elle a commencé à jouer à partir de ce moment-là. Ou alors je l'avais introduite peut-être en tant que PNJ alors qu'elle n'était pas encore là. Malgré la méfiance caractérisée d'Eldorin, les deux parties parviennent à s'entendre pour explorer ensemble ce qui se révèle être un vaisseau spatial. Traenen restera bien évidemment à distance. Tarascus, ou Corfax, parvient à créer un passage dans le champ de force qui protège le vaisseau et à ouvrir l'un des accès. À l'intérieur, ils franchissent donc plusieurs sas pour déboucher sur une myriade de couloirs, de portes scellées, parfois protégées par des systèmes très agressifs, donc des champs de force, des drones armés, des tourelles laser. Ils finissent par arriver à la proue du navire et découvrent une salle de contrôle. Manipulant les commandes principales, ils font d'abord s'ouvrir le champ panoramique avant de l'appareil, puis active le projecteur holographique qui leur permet de contempler Kultea, ses satellites et l'ensemble du système solaire. C'est magnifique. Et là, ils prennent conscience, en fait, on va dire, du monde, justement, et de l'aspect sphérique, si je puis dire, du monde de Kultea, et donc des lunes et du système solaire qui abritent leur planète. Enfin, il réveille l'intelligence artificielle du vaisseau, plus précisément la conscience animée de son propriétaire, qui se révèle sous les traits d'un être féminin aux yeux violets, au teint d'albâtre, vêtu d'habits plus ou moins étranges. L'être se nomme Chianti. C'est une déesse, un seigneur de l'essence. Pour en effet le culte, pour Kultea, ces individus en fait sont en effet dans le secret, si je puis dire, du monde de Shadow World, ceux qui ont permis, on va dire, aux races, aux différentes races donc, du monde de Shadow World d'exister. Et on les appelle seigneurs de l'essence parce que c'est eux qui ont manipulé justement les flux d'essence il y a très 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 longtemps pour rendre, on va dire, la planète habitable. Et
donc permettre par exemple de scinder la planète en deux parties grâce aux yeux d'Uta pour justement que la planète soit plus facile à habiter pour leur création. Car ce sont ces fameux donc Kativiri, au pluriel, des créateurs de monde en fait. Voilà. Donc c'est un des gros secrets du jeu sur lequel là il mettait, on va dire, le doigt. Parce que ça je le dis aussi, hein, n'hésitez pas, soyez pas froid, frileux. Moi je l'ai été pendant trop longtemps et je m'en suis quelque peu voulu. Révéler des secrets du monde. Hein, on ne viendra pas, comment dire, vous mettre un couteau sous la gorge ou vous jeter des tomates pourries. Révéler des secrets, c'est toujours gratifiant pour les joueurs de découvrir des secrets du monde. Même si parfois, on va dire, ça fait un peu l'effet flop, ils s'en fichent quelque peu. Malgré tout, vous, dans votre intrigue, leur permettre de découvrir des choses. Il y a des joueurs qui adorent cela, et cela, il faut aussi les contenter. Ceux qui n'ont rien à faire et qui pensent qu'à tuer, qu'à looter, bah tant pis, c'est pas grave pour eux. Vous continuez quand même à développer un univers cohérent et vous montrez à quel point il est dense, riche et cohérent. Voilà, conseil en passant. Ils doivent la libérer de son état d'hibernation, une défaillance empêchant de le faire par elle-même. L'équipe donc repart dans les couloirs, passe l'armurerie et se dirige vers la poupe du navire. Passé les drones automatisés dont les rayons lumineux auraient pu se révéler fatals, ils tirent la déesse de sa stase. S'ensuit une longue discussion où ils apprennent que la déesse est revenue sur Kultea pour combattre les forces de la non-vie, ayant été appelée par les perturbations d'essence, qui sont des signes annonciateurs de cataclysmes plus importants à venir. Car oui, en fait, son vaisseau était en orbite autour de la planète, et visiblement un système a fait en sorte que le vaisseau atterrisse un petit peu, on va dire, en catastrophe quand même, hein, pour justement essayer de contrer les forces de la non-vie que les PJ ont évidemment libéré, ce qui est assez quand même étrange, parce que je rappelle, Melkart est un... Voilà, et ses forces sont des forces de la non-vie. Tanis le sculpteur, ou la liche si vous préférez, ben, c'est pas mieux. Donc voilà, et pour ce qui est, on va dire, d'Anirul Belel, ça c'est un peu encore autre chose. Mais il est considéré malgré tout comme faisant partie des méchants dans l'histoire. Donc elle est une Kativir, seigneur de l'essence, qui a créé un nombre de formes de vie. Le dragon de Jade est l'une de ses sœurs. Donc ça fait référence justement au fameux dragon de Jade dont je parlais dans le scénar précédent, on va dire la dague de Jade. Jade Dagger. Elle doit partir réveiller ses semblables, les autres marcheurs du crépuscule, c'est comme ça qu'ils s'appellent, c'était donc ceux qui ont créé justement le monde, pour le conflit à venir, car la barrière d'essence qui sépare l'hémisphère est et ouest de Kultea menace de s'effondrer à cause des actions d'Ondoval, qui a détruit l'un des yeux d'Uta, ces artefacts qui permettent de maintenir la barrière. Ondoval étant l'un des gros méchants en fait de l'univers. L'un des siens devenu fou pour avoir utilisé la pierre de l'ombre, un artefact surpuissant qui permet de contrôler les flux d'essence et l'ouverture des portails vers les pales. Donc les pales, comme je l'avais dit, c'est les autres plans d'existence d'où peuvent sortir, on va dire, les démons, en particulier, en tout cas dans le monde de Shadowborn. De plus, Elseia ne serait en fait qu'un clone, un réceptacle pour l'âme d'un membre de la confrérie qui dirige l'Alliance. Et c'est là qu'elle apprend en effet qu'elle a été piégée. Elle a rejoint un groupe en fait dont les têtes pensantes en fait ne veulent d'elle que pour être un réceptacle de l'âme, on va dire, d'un des 13 dirigeants dont je vous parlais dans le scénar précédent, quand on a fait le solo. Ces derniers sont en effet porteurs de créatures symbiotiques, les Talans, qui sont en fait d'anciens serviteurs créés par les Kativiri. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Ils ont créé des serviteurs, donc les Talans, qui sont en fait des parasites, un peu comme les Goa'uld d'une certaine manière, et qui ont besoin en fait de corps parfaits. Et ils utilisent pour ça des clones en fait de Dihar. En fait, on pense que c'est des elfes noirs, mais si on y regarde un peu plus près, en fait, c'est des réceptacles qui ont été créés pour servir, on va dire, d'enveloppe à ces parasites, créés donc par les Kativiri. Trainen a donc menti et doit être mis hors d'état de nuire. Et oui, car il fait partie de toute cette manipulation, ce bon vieux Trainen. Shanti se charge de lui effacer la mémoire pour que son retour reste secret, ainsi que pour protéger le groupe. Ce dernier devant le ramener à Sigil pour brouiller les pistes. Elle promet de les aider dans la mesure de ses moyens, le vaisseau pouvant leur servir d'ultime refuge en cas de besoin.
en plus. Je leur offrais une porte de sortie si jamais ça craignait du Bouddha. Et donc j'avais l'ouverture, comme je vous avais dit, possible sur, on va dire, l'espace. C'est-à-dire faire, on va dire, transformer la campagne Rollmaster en campagne Space Master avec des personnages doués de capacités magiques. Ça aurait pu être assez intéressant. Sauf que dans l'espace, leur pouvoir magique, c'est un peu compliqué. Mais bon, il y a possibilité de trouver de trouver des moyens pour les mages de l'essence s'ils ne sont pas sur un monde riche en essence, justement. L'éveil du dragon de Jade devient également l'une des priorités à la lumière de ces révélations, tout comme la lutte contre l'Alliance et le cercle secret. La déesse finit par partir vers le nord. Et ils ne la reverront jamais. Car ils ont eu tellement d'autres choses à faire que franchement cette partie, on va dire, que je voulais développer de la campagne n'a jamais été malheureusement plus développée. Bon, après, voilà, ils ont fait des choix, ils avaient la possibilité, c'est pas la chose qui les a intéressés, donc c'est tout, c'était une possibilité que je laissais. Ensuite, la bataille de Waterfall City 2, le scénario 16e. Donc toujours Nico qui jouait le Seiya, Butch qui joue Thanos, Yas donc, qui joue son bestiaire, Eldorin, Cyril qui joue Ezekiel, Vincent donc, qui joue toujours donc, son Sicaire troll, demi-troll, et William qui joue donc Corfax. Voilà. Ou Tarascus si vous préférez. Enfin bon là maintenant je crois qu'après il s'appelait Corfax. Donc sous la direction d'Elcelia, les gens du domaine s'accordent pour aider les forces qui sont en train de s'assembler sous l'égide du seigneur Destrub et Kiradon afin de reprendre la ville de Waterfall City des mains de Melkart. Elcenia donne donc sa parole à Gilas que malgré les différends qu'ils ont opposés par le passé, son aide est la bienvenue. La querelle était surtout tournée contre Iterator et Destrub sait qu'Elcelia est liée à l'Alliance, ces derniers étant le principal soutien logistique et financier de l'entreprise. Ah bah oui, il faut quand même... on est gentil, on fait partie du camp du bien, mais on reconnaît malgré tout là où est l'intérêt. Taline leur laisse un moyen sûr de les contacter et de communiquer avec eux grâce à une pierre magique d'aspect rosé. Ézéchiel s'occupe d'abord de rendre les derniers sacrements et de donner une sépulture décente à Ikerator et le ramène à cet effet dans ses contrées. Puis les aventuriers prennent contact avec les adorateurs de la source en sigil, donc une autre faction de sigil, afin de ressusciter Thanos, ce qu'ils parviennent à faire à grand prix. Car oui, Thanos avait été aussi tué. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans le... Mais bon, comme il s'est interposé pour sauver Ikerator, il y était passé. Donc, première fois où Thanos est ressuscité. Et c'est pas la seule. Puis, ce sont les préparatifs. Les aventuriers attendant surtout les résultats de l'entreprise de Gortak et de récupérer armes et armures des enchanteurs de l'île de la magie, tandis qu'ils enseignent et apprennent de nouvelles capacités qui pourront leur être utiles dans la bataille. Donc là, vraiment, ils se préparaient à fond pour cet événement, justement. Enfin, le grand jour approche. Gortak est parvenu à ses fins et a mis en marche une armée de 4000 Legroki à travers les tunnels des monts des cendres pour gagner la ville. Les forces des grandes familles, donc Kiradon, Destrub, Arkirion, Delmia, et d'autres familles alliées originaires d'Eidolon se sont rassemblées au fort de Waterfall City et préparent leur plan d'action. Les gens du royaume de Tan attaqueront Melkart et Cécéide avec Destrub, Taline et leurs gardes personnels, tandis que les autres groupes reprendront d'autres points stratégiques de la ville. Les aventuriers apprennent à cette occasion que Melkart a reçu un émissaire de la nuit, ce qui tend à dire qu'il se rapprocherait dangereusement du cercle des secrets, en particulier du seigneur Yaenshin. Pour entrer donc dans ce cercle très fermé, Melkart ne propose ni plus ni moins que d'invoquer un ordonnateur, donc un très puissant démon venu des pales, justement, profitant du nexus magique naturel que constitue la ville pour réussir cette tâche. Le groupe qu'il constitue avec Destrub doit donc en premier lieu l'empêcher de réaliser cet objectif. Donc eux, leur objectif c'est d'empêcher Melkart de réaliser son rituel et d'amener dans ce monde une entité surpuissante, donc on appelle un ordonnateur. Puis au jour dit de la grande conjonction avec Charon, toujours cette lune néfaste qui aide beaucoup, on va dire, dans les rituels indicibles, en tout cas en Cultea, les aventuriers embarquent dans la nef des navigateurs pour gagner un endroit secret des fondations de la ville où ils pourront plus facilement entrer dans le palais
avec plusieurs centaines d'hommes chargés de leur ouvrir le passage vers la salle du trône. La bataille se révèle âpre dans les couloirs du palais, envahis par les morts vivants, et le sacrifice de nombreux hommes est nécessaire pour leur permettre d'accéder à leur objectif. Gortak et les Legrokis sèment une belle pagaille dans les souterrains au prix de la mort de nombreuses créatures, que personne ne regrettera. Oui, parce que voilà, il avait réussi grâce à son statut en effet à s'allier des Legrokis, mais bon, c'était plus, on va dire, de la chair à canon qu'autre chose, faut quand même le reconnaître. C'est la vie. Ils arrivent enfin à destination et s'organisent pour le combat final et décisif. Destrub s'occupera personnellement de Melkart, Tallinn de son Dracolich, car oui, Melkart avait un Dracolich. Aerondir, le nouveau personnage de Bat. Et oui, car entre-temps, il avait fait donc un nouveau personnage qui s'appelle Aerondir, qui est ce qu'on appelle un lige, qui est aussi une classe complètement pétée quand on l'utilise, on va dire, en l'optimisant à fond. Et les autres personnes du groupe se répartissant sur ces 5 lieutenants, dont Ilana, qui porte l'armure ancestrale des Greymold. Le combat s'engage et se révèle très difficile. Gortak est mis hors de combat, la main tranchée. Tarascus, donc Corfax, est gravement blessé. Destreuve résiste à grand-peine, tout comme les autres membres de l'équipée. Ilana se révélant très redoutable, plus que Thanos d'ailleurs, avec son armure. La solution viendra donc justement de Tarascus Corfax, qui malgré ses blessures parviendra à s'attaquer aux armures non magiques des lieutenants vampires, en les faisant chauffer, tout simplement. Leurs propriétaires devenant des cibles faciles, car très gravement blessés par le métal chauffé à blanc. Ils sont vite vaincus, ce qui permet le redéploiement des assaillants, et donc de défaire Ilana, puis d'aider un Gilas bien mal en point contre Melkart. Elcelia s'occupe surtout à soigner les blessés durant cette phase, ce qui se révèle plus qu'utile au vu des attaques encaissées, en particulier Destrub, Gortak et Tarascus. Tallinn parvient à bannir le Dracolich, Aerondir défait le héros à l'issue d'un impressionnant balai aérien, car oui, toutes ces techniques de combat étaient sur des techniques, on va dire, où franchement, il volait comme dans le secret des poignards volants. C'était quand même très efficace en combat. Thanos porte le coup fatal à Melkart avec l'aide d'Ézéchiel. Voilà. Les grandes des familles et hauts prêtres arrivent enfin. Ces derniers absolvent l'esprit de Melkart pour l'empêcher de se réincarner. Et Ézéchiel, qui a vaincu Ilana, s'octroie sa dépouille, selon, on va dire, parce que Ézéchiel est quand même un demi-géant d'Athas, donc évidemment, ils ont des coutumes un peu particulières en Athas, et donc ils réclament la dépouille. Et ça va d'ailleurs créer un petit problème. Une cérémonie religieuse a lieu dans l'oratoire familial afin de bénir les guerriers et de remercier les dieux pour leur avoir donné la victoire. Donc évidemment les dieux d'Oran, qui est, on va dire, la bonne lune où vivent justement normalement, qui est la demeure des dieux justement de la lumière, des dieux bons en fait de Cultea. S'ensuit un banquet réunissant les familles unies, hormis Destrub et ses hommes, où le prince Kiradon remercie tous ceux qui ont participé et concouru pour défaire Melkart et ses séides. Elcelia entreprend de développer des relations donc diplomatiques amicales avec le seigneur, effaçant les anciennes querelles. Elle a obtenu donc la même chose de Destrub avant qu'il ne reparte dans son domaine à l'issue de la cérémonie religieuse. L'équipée finit par regagner leur palais. Scénario donc 16 bis, le siège, où donc participent Nico avec Elcelia, Yas avec le bestiaire, Butch avec Thanos, Bat donc avec Aerondir, maintenant son nouveau personnage, Cyril avec toujours Ézéchiel, son demi-géant d'Athas, Vincent donc avec son demi-troll, et Will avec le mage des forces. Durant la période de préparation de la reprise de Waterfall City, les aventuriers doivent faire face, donc c'est encore un rétro-scénar d'une certaine manière, à une menace saisonnière tout à fait opportune, une attaque des Legrokis des mines des Titans. J'étais en fait obligé parfois de faire pas mal de scénars qui se passaient avant, à cause, on va dire, des disponibilités de certains joueurs. Je pense que ça doit être dû à ce genre de contraintes. Donc, vous arrangez en fait votre chronologie justement dans la campagne en fonction de ça. Mais ça se retrouve assez souvent, surtout dans ce premier chapitre de la campagne. Je l'ai plus fait après parce que j'avais un groupe vraiment stable
qui venait régulièrement chaque mois et j'avais plus besoin en fait de faire des rétro-scénars comme je disais. Donc il doit faire face à une menace saisonnière tout à fait opportune, une attaque de l'Ogroki des mines des Titans. Les conditions climatiques désastreuses permettent en effet à ces créatures de sortir en plein jour. De plus, ils n'ont pas oublié l'incursion des gens du groupe dans leur champignonnaire et réclament vengeance. Et oui, quand ils ont été pillés, les forges des Titans, il y a peu de temps après. C'est donc plusieurs milliers d'entre eux qui ont pris la route du domaine, avec à leur tête leur chef, ses guerriers d'élite et ses chamans. Heureusement, les éclaireurs ont été détectés par Erwin et Enantar, donc qui sont le ranger et le ligné du groupe, qui sont devenus des PNJ. La présence d'un grand nombre d'ennemis se voyant confisqués par Eldorin et Elnisia. Tout de suite, la défense donc se met la défense se met en branle. Les habitants d'Espérance sont évacués et mis à l'abri au palais. L'ennemi donc ne tarde pas à gagner les lieux en fait le palais donc est devenu une île. Alors oui, j'ai un problème de ponctuation je pense. Et donc ne tarde pas à gagner le lieu qui est devenu donc une île marécageuse et donc un grand marécage qui est devenu même un lac à cause on va dire des fortes pluies. Donc plus inaccessible, ce qui leur donne on va dire une position défensive beaucoup plus difficile à prendre. La résistance s'organise à l'initiative des hommes de la milice du palais et du village commandé par Thanos et des membres du groupe qui, eux, utilisent toutes leurs capacités magiques à cet égard. Les Ogroki ont décidé de mettre la pression sur l'endroit à distance pour permettre à leurs troupes d'avancer à l'aide de troncs abattus, faisant office de pont donc, sur les pourtours du marécage, qui est donc devenu un lac. Elselia crée une lumière magique flamboyante au-dessus du palais pour gêner l'ennemi, contrée par les ténèbres des chamans. Elle récidive en créant un dragon illusoire pour semer la panique chez ses ennemis. Durant ce temps, les miliciens et autres gens font pleuvoir des pluies de flèches sur les assaillants, tandis qu'une recherche très active des opposants, doués de capacités magiques. Oui, ils recherchent en fait tous ceux qui sont doués de capacités magiques pour les éliminer en premier. Les chamans sont ainsi principalement visés. Puis c'est l'action au coup de grâce, alors que l'ennemi est pour l'instant maintenu. Gortak et Eldorin sont téléportés au sein de l'état-major des Ogroki afin de tuer la tête pensante de l'armée. Invisible, Eldorin parvient à terrasser le chef des Ogroki, tandis que Gortak parvient à éliminer un chaman de plus. Les membres de l'état-major restants, incapables de penser à autre chose qu'à savoir qui sera le nouveau chef, ce qui veut dire dans la tradition de ce peuple se taper joyeusement dessus, et désigner celui qui restera debout, ne peuvent empêcher la déroute de l'armée, donc dans la désorganisation la plus totale. Le palais et la population du village sont sauvés, même si le village d'Espérance a été incendié. L'idée germe alors dans l'esprit des aventuriers d'utiliser les Ogroki comme masse de diversion durant la reprise de la ville, la tâche échouant à Gortak de devenir le chef de cette armée grâce à ses capacités de Seeker. Il va donc en effet se faire passer pour un Ogroki pour pouvoir les amadouer et les utiliser comme armée. Et c'est comme ça qu'il parvient, là on a l'explication après, à justement utiliser les fameux Ogroki dans la reprise de Waterfall City. Scénario 17ème, sous le palais de Tan. Donc là, je vous avais montré les plans, on va dire, sous le palais. Et là, ils vont découvrir, évidemment, les secrets du palais de Tan. Et en fait, petit à petit, découvrir les secrets de la région, de ce qui s'est passé avant. Parce que j'avais déjà des choses en tête à ce niveau. Donc, joue ce scénario. Donc, il y avait toujours Nico avec Elselia, Butch avec Thanos, Yas avec son personnage, donc son bestiaire, qui s'appelle donc Eldorin, Cyril qui jouait Ezekiel, Vince qui jouait donc Gortak, Will qui jouait donc le mage des forces, Corfax, Bat qui jouait donc désormais Irondir, son lige, et la très chère de Bat qui nous avait rejoint entre temps et qui elle donc son premier personnage normalement qu'elle jouait, je crois que c'est Oro Belram, si mes souvenirs sont bons. Oro Belram, oui c'est ça, une limier elfe aquatique venant du plan d'Élysée. Voilà.
Durant la période donc, de préparation et d'après-bataille, le palais de Tann se retrouve ébranlé par des secousses de plus en plus violentes. Les investigations donc, des membres du groupe les amènent à découvrir un passage souterrain, dans les souterrains, détecté par Atlas, qui est donc un modeleur qu'ils avaient sauvé, on va dire, dans les scénars précédents, et étayé par Conrad, qui est un nain mineur, qui lui n'a pas le pouvoir des modeleurs, mais qu'ils avaient utilisé, en fait, c'est des gens qu'ils avaient recrutés et sauvés, dont je vous avais parlé dans les scénars précédents, mais je n'avais pas détaillé, qui mène donc vers une multitude de cavernes. Le premier niveau est habité par une communauté de trolls qui chassent le Lugrokti pour s'en nourrir. Gortak accepte de les infiltrer pour en savoir plus sur eux. Ça tombe bien. Les secousses, elles, sont provoquées par un dragon de l'ombre, Nuhul, ancien compagnon d'Anirul, selon ce que leur raconte la druidesse Cyrine. Donc je rappelle, ils ont toujours des rapports assez tendus, mais bon, avec la druidesse Cyrine. Vous verrez que ça va évoluer. En mal, évidemment. Il s'apprête à se libérer quand le Nexus sera à sa puissance maximale, lors de la phase ascendante paroxystique de Charon. Les trolls donc implorent leurs dieux afin d'éviter son réveil. Ézéchiel prend le risque d'entrer en communication avec le dragon, qui lui dit que sa libération est proche et qu'il détruira tous ceux qui se mettront sur son passage. Pendant qu'Anirul est derrière la surpuissance, manipule justement et amène le Nexus à sa surpuissance, il est coutumier du fait, il décide d'aller rendre visite au sorcier Diar. Oui, car Anirul Belel en fait est un sorcier elfe noir extrêmement puissant, donc datant de l'époque de la guerre des Dominions. Ce dernier les reçoit avec Morg, leur octroyant donc la charge du domaine de Tann. Ils devront évidemment laisser le dragon se libérer et garder leur distance avec Tanis Lalich, Tanis le sculpteur, en échange évidemment de sa mansuétude. En revanche, il les laissera en paix tant qu'ils sauront protéger le Nexus et les portails du palais. Donc les fameux 7 portails, 8. Non, c'est 9 en fait, et il y en a un qui est cassé, donc ils sont 8. Ça, il fallait remettre les choses en ordre. Le jour venu, donc Nuhul quitte la prison que lui avait construit le seigneur de Tann il y a des milliers d'années, décimant à l'occasion toute la tribu de trolls. Explorant le second niveau inférieur, le groupe découvre la porte vers le monde de Gethaina. Donc là, je vous avais présenté le supplément dans la gamme Shadow World, tel que leur avait conté la druidesse, scellé par 7 sceaux dont les bagues ouvrant les portails des miroirs constituent la clé. Ces dernières s'étaient vues confiées aux 7 familles pour protéger l'accès à la prison des seigneurs Ishu. En fait, Gethaina est une prison assez particulière, une prison en fait pour les dieux, et une catégorie de dieux en fait de QTA qu'on appelle donc seigneurs Ishu, qui sont, même quand ils sont dans cette prison, incapables de mourir. Il y aura un autre scénario qui se déroulera d'ailleurs dans Gethaina plus tard. C'était une chose que j'avais mise on va dire en suspens pour plus tard, comme d'habitude. La décision de remettre en activité la mine est prise, l'exploitation étant confiée à Conrad, Atlas et Corfax justement. Scénario 18ème, l'horreur d'Orguilion. Donc, comme je vous avais dit, c'est un mauvais scénario, mais moi j'ai voulu en faire quelque chose et je l'ai relié à ma campagne. Et donc, ça a permis évidemment de développer un peu plus encore aussi le passé de chaque personnage, que j'avais fait donc déjà avec Elcelia, ce qui aurait pu être fait avec Ikerator si son perso était encore vivant, c'était prévu. Et là, ça va développer en fait le background donc, de Thanos et Kalia, qui sont donc frères et sœurs et qui ont un lien évidemment avec la famille d'Orguilion. Ils vont le découvrir durant ce scénario. Donc Cyril jouait ce scénario avec Ezekiel, Butch avec Thanos, Revenu des morts, Bat avec donc Iron Deer, son lige, Mumu donc avec Orobelram, son elfe aquatique, Vincent donc avec Gortak, le sicaire demi-troll, et Renaud donc qui jouait son premier scénario, oui, avec justement son personnage, donc qui était, je l'ai encore là, voilà, Corvin, le maître d'armes Shay. Donc Renaud était un très grand fan des Chevaliers du Zodiaque et en particulier d'Andromède, et donc il a créé un personnage que j'ai d'ailleurs gardé, voilà, Corwin, ou Corvin, si vous préférez, qui concrètement, il a mis toutes ses options d'historique pour se créer une armure magique avec des chaînes, et donc il a fait en sorte d'avoir des
des techniques de combat tournant autour justement de la manipulation des chaînes. Ce qui était plutôt original, je devrais dire, même si au départ l'idée peut paraître un peu étrange. Voilà. Quelle surprise ce matin-là, quand tu arrives au palais, par le portail de Sigil, 3 marqués, donc des membres d'une des factions de Sigil, porteurs d'une missive pour le chevalier Thanos. Ce dernier, après recherche commandée au départ par Gortak, qui s'était vu confier la tâche de trouver des informations sur le domaine de Than et les familles du royaume perdu de Thanor, se voit hérité du domaine d'Orguilion. Ah ouais, c'est un démarrage à la Cthulhu, ça. J'ai adoré. Eh oui, vous venez d'hériter d'un domaine. Vous voulez aller voir s'il n'y a pas des trucs pourris là-bas J'apprécie beaucoup. Il est désormais comte, issu d'une très ancienne famille, la 8e donc famille dont je vous parlais, celle d'Orguilion. Celle qui n'avait pas participé à la guerre des dominions et n'avait pas vu ses armes bénies par les titans. Et là il se dit, oh mince alors, moi aussi je pouvais avoir une super armure Grobile. Alors qu'il avait déjà entre ses mains, il s'était octroyé, on va dire, l'armure de la famille de Larnet, hein, qu'ils avaient trouvée dans le palais. L'armure, elle lui était revenue, évidemment. Et après, tout le monde a eu des armures quand, dans les forges des titans, sur l'île de la magie, on en aura un art forgé. Mais il a eu quand même au départ l'armure donc des Larnet. Depuis, la lignée avait perduré, mais n'avait engendré que des voleurs, des chevaliers déchus, des traîtres, des sorciers maléfiques et des nécromants. Ah, super les liens familiaux, ça donne envie. Qu'à cela le tienne, il décide de partir sur ces terres accompagné du groupe, et donc de sa sœur, qui techniquement est vicomtesse. Il découvre une région pauvre, 2 modestes villages à la population couarde et attardée, et un manoir hanté perdu au milieu d'un marécage putride et inexpugnable. Quand je vous ai dit, hein, le destin. Arrivé dans sa demeure, il rencontre les domestiques du palais, un couple étrange qui cherche à dissimuler bien des secrets. Ces derniers sont restés à la mort du dernier seigneur, Tilius d'Orguilion, un rapport avec Tilia justement, qui avait passé, on va dire, ces dernières années emmuré dans son laboratoire, préoccupé uniquement par ses recherches alchimiques. Et laissant donc son domaine à l'abandon. Suspicieux, les aventuriers mettent les domestiques sous surveillance tandis qu'ils entreprennent de fouiller le manoir. Ils découvrent pour les éléments les plus notables, la bibliothèque, le laboratoire d'alchimie, la salle d'invocation, la galerie des portraits, avec une belle sérénade et série de gueules d'endive, comme dirait l'autre, et la chambre du maître protégée par des runes d'injonction, mais aucun trésor pécunier ou magique. Oh, quelle misère. Où est le trésor? J'hérite d'un domaine et voilà, j'ai des gueux, comment dire, qui servent à rien, qui sont complètement débiles, 2 domestiques vachement louches et pas un truc à se mettre sous la dent. C'est quand même dingue. De plus, le château grouille d'âme en peine que Ja, qui a rejoint depuis peu le groupe. Donc oui, alors là, donc Vincent avait changé de personnage. Il avait donc abandonné Gortak, son demi-troll. Oui, c'était un demi-troll, pour jouer donc Ja, qui était donc son nouveau personnage, qui lui va avoir énormément d'importance dans la suite de la campagne. Ja étant un demi-démon de l'ombre, et également demi-Vistani, mage maléfique, donc ce qu'on appelle le Maléficante, qui est une excellente classe de personnage. Il est lycanthrope tigre également, de la famille d'Ilisnia de Dorvinia en Ravenloft. Et oui, là il nous avait fait un background de mort, que je développerai, on va dire, dans les scénars suivants d'ailleurs, parce qu'il y avait de quoi faire. Et vous verrez, il y aura un épisode en Ravenloft où il va être en première ligne. Et Ravenloft est un univers que j'aime énormément, donc ça aide beaucoup. Alors, et donc Ja, justement, un Maléficante, donc un mage vaudou, si je puis dire, comme on pourrait le dire, s'empresse donc de tenter de les apaiser, ou de les contrôler. On sait pas trop. Après une nuit agitée, il décide d'aller explorer la crypte familiale où a été entreposée la dépouille du dernier seigneur. Sur place, ils font la connaissance de pilleurs de tombes qui tentent de les tuer, mais les 2 gros bras qui protègent les honorables érudits sont éliminés, et les 2 survivants se voyant contraints de les suivre à l'intérieur des lieux pour les aider. Une fois dans la crypte, c'est la bataille rangée. Des spectres les attaquent et tuent les érudits, les aventuriers s'en sortant avec quelques blessures. Puis, ce sont les ghouls qui les embusquent dans les couloirs tortueux pour finir par des vresses qui manquent de les massacrer alors qu'ils parviennent dans la salle au trésor de la crypte. Ah
Au final, Thanos met la main sur l'armure et les armes familiales, ainsi que sur plusieurs objets magiques puissants, dont le crâne de cristal, un artefact nécromantique aussi dangereux que surpuissant, qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans la campagne. Il aura sa petite importance, mais c'est pas pour maintenant qu'on va reparler donc de ce fameux crâne de cristal. Qui vient donc, de plus, une bague permet d'ouvrir un portail vers le royaume de Nokef en Ajira. Voilà. Il y avait donc un lien avec Ajira, justement, que j'avais prévu dès le départ, pour justement développer le background d'Ikerator, mais bon, comme Ikerator était mort entre temps, ça ne s'est pas fait. Et parfois, on prépare aussi les choses, et elles ne servent pas. Hein. Vous voyez, j'ai posé plein de jalons, comme je dis assez souvent. Il y en a plein, en fait, dans le déroulement de la campagne qui ne servent pas et qui sont des pistes que les joueurs ne vont jamais essayer d'emprunter. La dépouille de Tilius n'a rien révélé de particulier, même si le doute persiste encore sur le fait qu'il avait un plan pour revenir à la vie. Il est malgré tout certain qu'il versait dans les arts nécromantiques. De retour au palais, la suspicion envers les domestiques grandit encore d'un cran au vu des révélations dans la crypte. Ces derniers sont donc invasivement questionnés par Ja, qui apprend que le couple à l'apparence anodine est en fait un couple de sorciers. Les apprentis abandonnés donc de Tilius d'Orguillon, l'ancien seigneur et dernier seigneur du domaine. Ils ont trouvé son trésor, mais pas ses grimoires. Une fois le couple mis hors d'état de nuire, les recherches reprennent et le second laboratoire est trouvé, avec les grimoires et les ingrédients alchimiques, le journal de Tilius décrivant le rituel qui devait être exécuté pour le ramener à la vie, sous la forme d'un golem. Ça aura son importance pour la suite aussi, ça. Les runes d'injonction devaient inciter la victime à exécuter le rituel. Le manoir, désormais nettoyé, Thanos fait don de subsides aux deux villages pour leur subsistance, justement, et force à la rencontre avec des bandits de la région, qui protègent les villageois, désormais, et dévalisent les voyageurs de passage, pour en faire une milice à son service. Donc il les transforme, alors que bon, il protégeait quand même le village en dépouillant les voyageurs, il les transforme en les payant et en les équipant en une milice qui va défendre la région. Le groupe finit par repartir sur le royaume de Tann. Voilà. Scénario 18 bis, le prospecteur. Un scénario encore intercalé qui justement va permettre de présenter d'autres personnages. Les aventuriers donc apprennent qu'une mine est en exploitation à la limite de leur domaine dans la chaîne des cendres. Ils entreprennent une visite de courtoisie après s'être assurés que la mine n'est pas sur le territoire d'Anérul. Pour en savoir plus, les entrepreneurs ont une charte d'exploitation officielle donnée par la guilde des mines de Selkey et ont sous leur coupe une vingtaine d'ouvriers, dont un modeleur qui a la capacité de sentir les filons. Ils font mine de repartir et Elcelia organise la disparition du modeleur avec son accord dans un terrible accident. Rebaptisé Atlas, c'est de là d'où vient justement Atlas qui va les aider après. Le modeleur sera envoyé sur l'île de la magie pour devenir mage et ainsi utiliser au mieux son talent. Ils apprendront plus tard à Selkey que les entrepreneurs sont les fils de riches familles marchandes, farnèses en particulier, qui ont eu le souci de la libre entreprise. Voilà, ça c'était un petit épisode que j'avais fait jouer, probablement intercalé à certains moments. Donc vous voyez, il y a pas mal de petits épisodes quand même qui ont lieu on va dire, en rétroaction encore. Scénario 19e, oulala, celui-ci, attention. Les membres du groupe sont réveillés en pleine nuit pour faire état d'un terrible drame. Enantar a été très grièvement blessé par un inconnu qui se serait introduit dans le village pour enlever un enfant, un demi-elfe adopté par un couple de chais. Donc les chais, c'est les humains dans l'univers de Kultea, enfin de Shadow World. Venant donc de Jaiman. Erwin a ramené le limier au palais pour donc Enantar, le limier, c'est lui, pour qu'il soit pris en charge par Elcelia. Les aventuriers ne tardent pas à se mettre en route pour retrouver l'agresseur, qui est parvenu aussi à kidnapper l'enfant. Les recherches s'avèrent difficiles au cœur de la forêt, au pied de la chaîne des cendres. Les traces disparaissent en effet une fois les lieux de la poursuite et de l'altercation désertés. De plus, le témoignage d'Enantar laisse à penser qu'il se serait fait attaquer par une bête sauvage semblable à un loup, alors qu'on était sûr d'avoir pris en chasse une créature humanoïde. Les aventuriers poussent jusqu'à sur les terres d'Estreuble, l'endroit où il aurait vraisemblablement dû se diriger, et ce afin de prévenir le seigneur et tenter d'obtenir son aide. Celui-ci remercie les aventuriers et procédera à une battue sur son domaine, mais rien de plus.
Les membres du groupe donc continuent jusqu'au mont des cendres où Aérondir sur sa monture ailée, le lige dans toute sa splendeur, parvient à repérer l'individu et l'enfant. S'ensuit un combat expéditif où le chevalier Lige terrasse son adversaire et sauve l'enfant. Oh, c'est beau. C'était un chevalier vraiment prodigieux, Aérondir. Ce dernier est ramené au village et Ja invoque l'esprit du kidnappeur afin d'en savoir plus sur ses motivations. L'individu serait un membre d'une confrérie monastique appelée les Frères de la Lune Sanglante, dédié à donc Star, dieu de la guerre de Charon. Tous les adeptes sont initiés au cours d'un rituel secret par le don de la morsure infectieuse d'un lycanthrope, un vénérable ancien de la confrérie. Le rituel transforme irrémédiablement celui qui la reçoit en loup-garou, condition obligatoire pour ensuite se voir enseigner l'idéologie de la secte et les arts martiaux. Et oui, des loups-garous qui font des arts martiaux. C'était trop sympa comme idée. En fait, l'idée, pour ainsi dire, je l'avais tirée d'un scénario donc du hors-série Donjons et Dragons ADD de Graal. Donc c'était le hors-série normalement numéro 3, si je me souviens bien. Et il y avait un scénario à l'intérieur qui, on va dire, émettait de près ou de loin cette idée, et donc je l'avais reprise encore à mon compte. Donc l'assaut... Alors, je reprends. L'enfant enlevé, choisi selon des critères drastiques, devait venir renforcer les rangs de la confrérie qui œuvre au chaos, mais dans l'ombre. Le groupe décide donc de se rendre jusqu'au monastère pour annihiler cette menace. Tintintin. Ce dernier serait dans les monts des cendres, non loin des terres de Grémold. Évidemment, autour des terres de Grémold, il n'y a que des trucs tout pourris. Arrivé sur place, après 4 jours de voyage, les hostilités sont engagées alors qu'un trait vient mortellement blesser la monture d'Aérondir. L'assaut des frères ne tarde pas à être lancé sur le groupe qui va vaillamment combattre dans les airs pour Aérondir ou à flanc de montagne pour Elcelia, Ézéchiel et Ja. Scène dantesque où donc Aérondir, lui, sur sa monture ailée, on va dire, fait du combat aérien et eux, ils marchent carrément sur les pentes de la... et combattent en fait sur les pentes, on va dire, de la montagne. C'est vraiment génial. Avec les loups-garous aussi, les loups-garous qui font des arts martiaux, qui les attaquent et tout, c'est génial. Cette scène, franchement, je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'avais géré ça de manière assez... et dans le système Rollmaster, c'est possible. Et c'est une grande scène d'action qui était vraiment, on va dire, très décalée par rapport à ce qui se fait d'habitude, mais qui avait quand même son charme. Une tactique est rapidement mise en place à la lumière d'un point faible détecté dans l'architecture de l'édifice par Corfax. Ce dernier demandant à être protégé tandis qu'il s'occupe à faire céder cet écueil grâce à la magie. Et oui, la magie des forces, c'est extrêmement puissant. Le combat est vertigineux, épique, haletant, plusieurs membres de l'équipée manquant de céder sous les coups des moines garous. Jusqu'à ce que leur maître, également un puissant modeleur, en plus d'être un lycanthrope expert en arts martiaux, ne déchaîne une pluie de pierres sur les assaillants. Ce n'est que grâce au courage d'Aérondir que la menace est balayée, et le reste des frères éliminés méthodiquement par l'ensemble des aventuriers. Aérondir choisit d'épargner un jeune adepte, un haut elfe déjà initié dans l'idéologie de la secte, afin de l'éduquer sur la bonne voie. À l'issue, le monastère est détruit dans une réaction en chaîne provoquée par Corfax, qui donc a utilisé le point faible, on va dire, dans la roche pour faire complètement, par réaction en chaîne, justement, comme les dominos, s'effondrer tout le monastère. Donc oui, j'avais fait le plan du monastère, normalement. Le monastère de la Lune Sanglante, non, je n'ai pas fait le plan. J'avais utilisé un plan tout fait que j'avais trouvé. Voilà. Parfois aussi, hein, j'avais réussi à trouver des petites choses pour servir dans mes scénarios. Voilà. Scénario donc 20e. On est déjà au 20e, alors que on est quasiment à 1 heure. Donc pousse-toi de là que je m'y mette. Donc là, c'était un scénario spécial. Donc je me souviens qu'on était en vacances chez mes beaux-parents et donc on a fait cette partie, c'était une des premières, par justement, à l'époque, c'était par Messenger, pour vous dire. Et donc j'avais laissé Nico maîtriser son scénario, alors que moi donc j'étais joueur avec celle qui allait devenir mon épouse. Qui donc là en fait au début de la campagne elle n'est pas très présente parce que elle venait uniquement on va dire de temps en temps, donc parfois elle pouvait jouer dans la partie
parfois, c'était assez dur de faire en sorte qu'elle participe au scénario, mais à partir, on va dire, quasiment de cette période-là, donc ça devait correspondre à après juin-juillet 2008, elle participe à la campagne, on va dire, de manière quasiment permanente, jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Donc une famille marchande de sigil, les Obahan, engage le groupe afin d'enquêter et de mettre hors d'état de nuire une famille concurrente qui semble posséder des contrats et des méthodes profanes ou magiques pour court-circuiter les relations et marchés de leurs employés. Alors que l'enquête commence, le groupe est attaqué par des membres d'une guilde d'assassins qui sont vite éliminés, les tireurs embusqués dans la rue parvenant à s'enfuir. Une ultime confrontation permettra de confondre la seconde femme du patriarche. Une attaque aussi rapidement mise en œuvre laissant penser à une complicité interne. Membres secrètement infiltrés de la famille concurrente, les Telkar, après avoir assassiné donc la première femme de leur employeur. Elle utilisait un objet magique qui lui permettait de communiquer des informations sensibles aux membres de la famille. Donc le groupe parvient à défaire l'épouse traîtresse et ses hommes de main et à convaincre son mari de sa duplicité. Ce qui tombe bien. En échange de leurs efforts, le groupe pourra jouir donc de facilités commerciales par l'intermédiaire de cette famille et d'une réduction permanente de 30% sur les biens achetés, ce qui est bien négocié quand même, là j'avoue, ainsi qu'une lettre d'introduction dont la nature et le destinataire restent à déterminer afin de nouer contact avec une personne influente de sigil. Une procédure judiciaire est mise en route à l'occasion afin d'extorquer donc des dommages et intérêts à la famille criminelle selon le code marchand et les lois de la concurrence. Une tentative d'assassinat contre le groupe, elle aussi un crime constituant une procédure à part qui sera jugée ultérieurement. Et on est très procédurier en sigil. Voilà. Donc ça c'était un petit scénario pendant que moi j'étais en vacances entre guillemets. Scénario donc 21e, les échos de la pierre. Toujours donc joué par Bat avec Iron Deer, Butch avec Thanos, Cyril avec Ezekiel, Nico avec encore Elselia et Vincent Vince avec donc désormais Ja. Alors que le groupe, surtout à l'initiative donc d'Atlas, Corfax et Conrad, entreprend d'organiser l'expédition de la mine sous le palais, un curieux message gravé dans la pierre, un appel à l'aide, est retrouvé sur un pilier de la caverne du second niveau. Ce message, selon Atlas, ne peut être l'œuvre d'un modeleur. En se renseignant donc auprès des seigneurs voisins, le groupe apprend que la famille Dutrion a été récemment dépossédée de son fief par ses deux vassaux, Marlis et Herbeck, le père ayant été tué dans la Fade, guerre privée si vous préférez, tandis que ses fils, des jumeaux, ont été emprisonnés dans le château familial. Aérondir met un point d'honneur à rétablir les seigneurs légitimes, donc les deux jumeaux, visant pour cela pensant donc pour cela aller chercher des soutiens à la cour d'Eidolon, tandis que Nanos, lui, s'y rendra également, mais pour s'établir en tant que seigneur légitime du domaine d'Orguillon et se faire connaître. Utilisant chacun leur contact, les membres du groupe parviennent à s'inviter à une soirée au palais du prince d'Eidolon. Ils en profitent pour nouer des alliances avec la famille marchande de Seike. L'alliance est elle aussi présente par l'intermédiaire de Trainen Elend. Encore lui, il est toujours là. Pourtant, une entrevue avec le prince leur permet d'apprendre qu'il ne leur fait pas confiance et fait tout pour éviter qu'elle étende son influence sur le domaine. Une oreille c'est-à-dire elle, c'est Elselia. Une oreille indiscrète intercepte une discussion entre un courtisan et un être étrange. Ils mettent au point des derniers arrangements quant à une embuscade visant à éliminer le groupe. Ah, c'est affreux. Les aventuriers donc décident de quitter les lieux, mais alors qu'ils gagnent les écuries, l'embuscade a lieu. Les agresseurs sont poussés à la fuite, mais Thanos a été blessé par une arme empoisonnée. Et il meurt sur le coup. Deuxième mort. Là, pareil, j'ai eu le droit, à des levées de bouclier de la part des joueurs parce que j'avais utilisé un poison qui était mortel. Mais bon, ils n'avaient pas été prudents. Tant pis pour eux. La garde du palais arrive trop tard. Le reste du groupe retourne alors à la cour pour confondre l'instigateur. Il y a une Chine, membre du cercle des secrets, celui-là même qui se trouve derrière tous les agissements de Melkart. Haha. Ézéchiel met les pieds dans le plat et dévoile l'identité du seigneur devant tous les invités. Le demi-géant manque de se faire tuer alors qu'il l'attaque. Et Enshin parvient à s'enfuir sans peine, mais sa couverture est éventée.
C'était couillu, mais il a failli aussi y avoir un deuxième mort. Le groupe quitte Eidolon, il cherche à ressusciter Thanos, mais les adorateurs de la source, tout comme les mages de l'île de la magie, refusent. La situation devient vite insupportable, tandis que Yaenshin est soumet à un ultimatum par l'entremise d'un héros de la nuit, qui est en fait une sorte d'homme en démon en armure noire, monté sur un Pégase noir, enfin bref, un truc, ça fiche les jetons quand même. Ils devront quitter le domaine de Tan dans les 25 heures, donc 5 quintars, sachant que les journées sur Cultea durent 25 heures, et donc la journée est divisée en 5 parties de 5 heures, 5 quintars. Et ou subir l'assaut des inexorables, des démons exécuteurs d'une puissance défiant l'entendement, qui ne renoncent jamais avant d'avoir accompli l'heure des fameuses Black River, décrites dans le... donc des démons extrêmement puissants, décrits dans le Compagnon 1 de Rollmaster. Voilà, qui était un petit souvenir de l'ancienne campagne que j'avais écouté, des vieux de la vieille, justement, quand j'avais écouté leur campagne de Rollmaster au début des années 90. Voilà, ils avaient déjà eu des problèmes avec des Black River et ils n'arrivaient pas. Et là, je les ai remises un peu à l'honneur parce que j'avais trouvé. Voilà, c'était une petite. Voilà, une petite référence que peu pouvaient, dont peu pouvaient profiter réellement, puisque peu s'en souvenaient. Et qui, moi aussi, là, comme ils avaient un peu dépassé les bornes au niveau du groupe, là, tout finissait par leur retomber sur le nez. Technique aussi que moi, bon, alors après, c'est contestable, mais que je peux, on va dire, expliquer, en tout cas justifier, c'est que voilà, ils vont faire des actions et les actions évidemment vont quelque peu énerver les PNJ jusqu'à un moment où ils sont tellement énervés. Donc là, en particulier, le fait d'avoir révélé un grand méchant devant tout le monde et d'avoir mis en l'air sa couverture, alors que ils avaient pendant tout le début de la campagne fait en sorte donc de le mettre hors d'état de nuire justement ses lieutenants. Là, évidemment, il passe à l'action et il envoie l'artillerie, quoi. Très lourde. Une telle averticier ne les accule qu'à la suite. Et donc, au regard de ses décisions et surtout à cause du comportement d'Elcélien envers lui, Ézéchiel décide de quitter le groupe pour retourner en Athas. Donc, en plus, il y a des dissensions dans le groupe. Après plusieurs jours passés à la recherche, à chercher une solution pour ressusciter Thanos, dont le corps a été préservé par Elcélia depuis son empoisonnement fatal, Ja parvient à exécuter un rituel à partir des notes et des sels alchimiques trouvés dans le laboratoire de Tillus d'Orguilion. Étant son descendant, le rituel fonctionne avec un minimum d'adaptation. Seulement, le chevalier Thanos revient parmi les vivants sous la forme d'un golem sans âme, sans plus aucune fonction physiologique humaine. Il n'a plus besoin de manger, de dormir, de respirer et ne ressent plus la douleur. Ce dernier juge, au regard de sa nouvelle nature, de se mettre en quête de son âme perdue. Voilà, donc Thanos est de nouveau ressuscité sous la forme donc d'un golem apathique et sans émotion. C'est triste. Mais bon, à force aussi, les différentes factions en avaient marre de le ressusciter parce que ça devenait évidemment très gênant par rapport à sa divinité, en particulier la divinité de Cultea, et Dame Eissa, qui est la divinité en fait de la mort. Et à force, on ne peut pas lui échapper 50 millions de fois. Et là, du coup, il lui échappait encore. Et ça devenait un peu lourdingue. Mais bon, il tenait absolument à continuer à jouer son perso. Peut-être qu'il a eu raison, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Vous en jugerez par vous-même dans la suite de la campagne. Scénario 22e, Élysée. Où là, on arrive aussi au pilier, on va dire, de la campagne. Donc on est à peu près au milieu, justement, des scénarios. Où donc là, à partir de ce scénario-là, donc ma femme Elodie rejoint officiellement le groupe, donc avec son premier personnage, Ashura. Le groupe et les habitants donc, du village d'Espérance débarquent en Élysée, dans la cité d'Enlil en Nour, où ils sont dans un premier temps accueillis par le maître d'Aerondir, le seigneur Essilon. Il permet aux villageois et aux aventuriers exilés de s'installer sur son domaine de chasse. Une missive ne tarde pas à leur arriver. Elle émane d'un haut magistrat de la ville et les prie de se présenter à lui le soir même. Ce dernier les reçoit dans le palais du dieu Enlil. La divinité s'intéresse en effet au groupe. Aerondir est un potentiaire du dieu, donc c'est un représentant donc, du dieu Enlil, et tient à leur donner un domaine sur le plan d'Élysée. Ce domaine, Ilion, appartenait donc à Apollon, puis à Éole.
il a échu à Enlil à la suite d'un arrangement avec le dieu grec du vent. Ils devront donc gérer le domaine au nom d'Enlil en respectant les autres divinités de la région, Éole, Athéna, Artémis, bon, il y avait aussi Poséidon, mais en restant à l'écart des affaires des dieux égyptiens, Isis en tête, ennemi d'Ishtar, la sœur d'Enlil, et Ishtar ayant dans le plan d'Élysée une énorme cité capitale qui s'appelle donc la cité des étoiles. Elle est en forme d'étoile d'ailleurs. Voilà. Donc là, ils se réfugient en Élysée, pensant, on va dire, qu'ils ont perdu le domaine de Tannes. Je le rappelle, voilà. Et je leur donne en quelque sorte la possibilité d'un nouveau départ. Donc après un voyage de quelques jours en bateau le long du fleuve Océan, ils découvrent donc le domaine d'Ilion. Celui-ci est constitué d'un port de guerre qui se nomme Pyréas, où ne subsiste qu'une centaine de pêcheurs, et la cité en ruine d'Ilion. Autour du domaine, le sanctuaire donc de Déméter, d'Éleusis, le domaine de chasse d'Artémis, les sanctuaires d'Éole, d'Apollon, d'Hadès, d'Athéna et la prestigieuse cité de Pallas. Les aventuriers donc entreprennent de faire le tour du domaine avec dans l'idée d'investir la cité d'Ilion. À cette occasion, l'un des habitants du village propose ses services aux seigneurs pour les aider dans leur entreprise et rejoint ainsi la milice. Il s'agit d'Imric, donc le nouveau personnage de Cyril, vraisemblablement un jeune archer timide et idéaliste. Seulement, la première visite les confronte aux fantômes guerriers des morts pendant la guerre des Palaciates. Il hante les ruines de la ville pour l'éternité après s'être vu refuser l'Hadès par Apollon lui-même pour avoir laissé tomber la ville. Oui, je m'étais bien inspiré, évidemment, vous l'aurez compris, de l'Iliade et de l'Odyssée. La ville est donc inhabitable. La population s'installe donc à Pyréas. Exias, le prêtre du temple d'Apollon en Pyréas, leur conseille d'aller consulter l'oracle du dieu pour savoir si leur démarche est légitimée et s'il leur serait possible d'habiter la cité d'Ilion une fois les fantômes absous. Ils se rendent pour cela sur l'île de Phébus, aussi appelée Délos, l'île d'Apollon, l'île du dieu de la lumière, de la civilisation, des épidémies et des oracles. Scénario 23e, l'oracle. Arrivé donc sur l'île de Phébus à l'aide de montures volantes ou de pouvoirs magiques, les aventuriers donc se rendent au sanctuaire d'Apollon et pénètrent dans son hécatompédon, son temple de 100 pieds de long, où se tient sa représentante, la Pythie. Il pose la question suivante: Apollon considère-t-il le domaine d'Ilion comme étant encore le sien, et dans ce cas, comment gagner ses faveurs pour qu'il soit accepté? Le prêtre répond: suivant l'animal tutélaire du dieu, vous libérerez donc les fidèles du roi d'Ilion de leur serment en rendant 100% à celui qui prend l'aspect du loup, ramenant pour preuve la peau de son animal favori. Les aventuriers vont alors suivre un dauphin jusqu'à la côte, ce dernier se transformant en faucon une fois arrivé à terre et ne reprenant son vol qu'une fois la nuit passée. Le groupe continue son voyage, traversant une épaisse forêt non loin de la cité de Pallas, au pied d'un majestueux volcan. En chemin, ils comprennent qu'ils vont voir Lycurgue, le fondateur mythique de la cité, celui qui a fait des Palaciates de redoutables guerriers en leur imposant un système d'entraînement élitiste. Les rois sont protégés donc par des cryptoïs, les guerriers cachés, l'élite de l'élite, qui l'ont formé dans une... que l'on dit en fait formé dans cette forêt encore aujourd'hui par Lycurgue sous l'égide d'Athéna et d'Artémis. Le mythe des Spartiates, hein, si vous connaissez un petit peu la ville, c'est exactement ça. Pour dire aussi qu'on peut aller chercher ses inspirations, on va dire, également dans l'histoire et dans la mythologie, voilà, c'est tout à fait permis. Et moi, en tout cas, je me le suis permis à l'époque. Une vieille lutte a opposé Ilion et Pallas, alors que le prince de Pyréas, fils du roi d'Ilion, a enlevé avec l'aide de plusieurs dieux, Héra, Apollon, Aphrodite, les dieux protecteurs de la cité, la descendante des Eurypontides, future princesse de la cité et femme du Basileus, roi de Pallas, pour en faire l'oracle d'Apollon. Les Palaciates, aidés par donc Athéna, Hermès, Héphaïstos, dieux protecteurs de la ville, Artémis restant neutre dans cette affaire, Lycurgue en tête aurait assiégé, pris puis pillé la cité d'Ilion. Le prince Pyréas, favori d'Apollon, se serait fait terrasser par Lycurgue en personne à l'issue d'un combat épique sur la muraille de la ville. Apollon en garderait donc une certaine rancœur. Le groupe se sépare alors en deux, l'un allant voir Lycurgue, l'autre
allant demander conseil à Artémis. Ce dernier est accueilli par Broronia, chef des Arctéia, guerrière sacrée d'Artémis, et mené une fois sur le domaine jusqu'au temple de la déesse. Là, la grande prêtresse, Ortygia, leur confie qu'Apollon les a soumis à une épreuve pour juger de leur sagesse, la chose étant courante de la part d'Apollon, évidemment. C'est à eux de démêler au mieux cette situation pour ne léser ou froisser personne. Étant revenue chez elle, Ashura et des Daoura, donc Ashura le personnage de ma femme, donc la Houri, et donc Aoura, moi qui suis donc mon personnage qui joue en ce moment, que je joue en tout cas à ce moment en PNJ, qui est donc une derviche, se voit nommée prêtresse et demandée de restaurer et de s'occuper du temple de la déesse en Pyréas. Pendant ce temps, les autres membres du groupe arrivent devant Lycurgue, entouré de ses cryptoïs. Celui-ci, vêtu d'une peau de loup comme ses guerriers, se fait déchier par Aérondir. Le héros mythique de la cité ne cédera en effet la peau qu'il couvre qu'à la mort. Aérondir, qui avait juré sur son honneur de réaliser cette quête, permet à Thanos d'endosser la honte, de se reconnaître vaincu par Lycurgue. En effet, s'attaquer à Lycurgue n'aurait fait que déclencher une guerre sanglante entre les dieux et donc les hommes qui les vénèrent. Les intentions d'Apollon étaient donc doubles, à la fois tester le groupe, mais également exercer sa vengeance contre ceux qui ont détruit sa ville. C'est donc avec un goût amer dans la bouche, conscient d'avoir évité le pire, qu'il retourne en Pyréas. Oui, j'aimais bien les petits dilemmes insolubles. Et ils ont appris à vraiment détester, mais alors détester en tout point, Apollon, à l'issue, on va dire, de tout cela. Alors, où en suis-je? Je regarde un petit peu au niveau des titres des scénars pour faire une coupure également à un bon moment de l'histoire. Donc, scénario 24e, toujours en Élysée désormais, qui est la nouvelle demeure des PJ depuis qu'ils ont quitté, bien malgré eux, le domaine de Tann parce qu'ils ont été menacés d'être purement et simplement tous éliminés. Les Schismatiques, qui était donc un scénario adapté d'un scénario qui s'appelait Les Renégats, paru donc dans le hors-série numéro 3 d'ADD, spécial ADD de Graal. J'avais trouvé énormément de matos intéressant. Si vous avez la possibilité de trouver, que ce soit en PDF ou en vrai, ce hors-série, c'est vraiment une mine d'idées qui, moi en tout cas, m'a beaucoup servi. Tout commence par une belle journée sur le royaume de Pyréas, alors que plusieurs membres du groupe observent le crash d'une monture ailée et son passager dans la forêt voisine du port de Pyréas. Donc. Ils peuvent également voir d'autres individus sur des montures ailées rebrousser chemin et se diriger vers le volcan au-delà du fleuve océan. Arrivés sur le lieu du crash, ils peuvent distinguer de plus près la monture, un lézard ailé, et son cavalier, un génasi de l'air. Elselia soigne l'individu qui reprend conscience. Il se nomme Brume et faisait partie d'une communauté servant le dieu Enlil. Elle est installée dans une forteresse sur les flancs du volcan. Autrefois, lui et les gens de la communauté suivaient le dieu Éole, mais ils s'en sont détournés à cause de la rigidité du haut prêtre, un demi-géant de l'orage nommé Notos. Alderandil, celui qui a mené la révolte qui a conduit au schisme, obligeait ses adeptes à pratiquer des rites toniens, dédiés donc aux divinités obscures et funestes du monde souterrain. À la réflexion, il pourrait s'agir d'une manipulation de la part du panthéon égyptien. Anubis et Osiris sont des divinités chtoniennes, après tout, pour discréditer ses ennemis. Isis pourrait donc être derrière tout cela. Brume, qui s'appelait Achilleos avant de quitter le service d'Éole, s'est donc enfui de la secte d'Enlil afin de prévenir les membres du culte du dieu des vents que leurs anciens compagnons allaient déclencher une guerre entre les deux communautés. Le groupe convient d'aider Achilleos en l'accompagnant au sanctuaire d'Éole. L'accueil réservé par Naotos est des plus froids, l'ambiance est des plus tendue et électrique. La seule réponse qui vient dans la bouche du prêtre au vu des révélations d'Achilleos est qu'il ne refusera pas le conflit, il se fera même un plaisir de châtier les traîtres. Aérondir décide d'aller donc voir le clergé d'Enlil pour en savoir plus. Le prêtre connaît le nom d'Alderandil, c'est un potentiaire du dieu. Quand le nom d'Osiris est prononcé, ils sont dirigés vers le haut prêtre. Ce dernier accuse le génocide de ne jamais avoir vénéré Enlil. Sans le dire, le haut prêtre confirme le fait qu'Alderandil
a détourné le culte à son profit et au profit d'un dieu tiers, car une essence divine est bel et bien à l'œuvre dans cette histoire. Les pouvoirs divins perdus d'Achéléos en témoignent. Le groupe décide d'aller donc combattre le culte d'Alderandil, le culte schismatique. Arrivés non loin de la forteresse, les aventuriers se retrouvent entre les deux communautés prêtes à en découdre. La tension monte entre Notos et son ancien disciple. Ce dernier ne tarde pas à décocher une flèche d'argent apparue comme par magie dans son carquois. Apollon était derrière tout ça, encore lui. Le faucon qui plane au-dessus de la scène confirme la thèse. Aérondir détourne la flèche destinée à Notos, et qui devait donc faire déclencher la guerre entre les deux communautés. Thanos lui révèle alors qu'il a été trompé par Apollon. Devant cette révélation et par désespoir, il se jette dans le volcan. C'est beau, c'est tragique, c'est grec. Les membres de la communauté déchue, abandonnés des dieux, partent à la recherche de leur destin. De retour en Pyrrhus, un banquet est organisé en l'honneur du groupe. Seulement l'un des gardes qui prenait part aux festivités s'écroule, frappé par la peste. Et oui, repas style fin de BD d'Obélix, mais qui termine évidemment sur une note un peu terrible. Et oui, car Apollon maintenant les a définitivement dans le nez, comme dirait Cyrano. Enfin non, comme dirait Christian. Ah, Cyrano. Alors, la carte que je voulais vous montrer. Ah voilà. J'ai deux choses, trois choses même. Donc du coup, la carte justement, je recule un petit peu, d'Élysée, de la région où les gens jouaient. Voilà. Avec également, j'avais fait la carte de Pyrrhus, qui va me servir un peu plus tard aussi. Et la carte également en Élysée de la cité d'Ilion, qui ne m'a pas été d'une très grande utilité, mais au moins, on va dire, voilà, je l'avais tracé pour l'occasion. Voilà. C'est parmi les derniers plans, je crois, que j'avais fait pour le chapitre 1. Ah si, j'ai refait des cartes après pour les chapitres suivants. Et j'en ai fait beaucoup moins en fait que pour le chapitre 1. Voilà. Alors, on a encore un peu de temps. Donc celui-là est très très important. Le scénario donc, qui s'appelle La Quête, qui est extrêmement long d'ailleurs. C'est un très très long scénario. Et du coup, j'arrêterai après ce scénario-là. Parce que c'est toute la partie justement toute la partie en fait en Ravenloft justement, à moins que je n'arrête ici et que je reprenne après, parce que là c'est vrai que ça commence aussi à faire très long, et si je commence à le lire, à mon avis je vais dépasser encore le timing, donc je vais arrêter là pour cette deuxième partie, et ensuite donc nous laissons nos aventuriers alors qu'ils sont en Élysée, et je vous tease donc une suite de campagnes en Ravenloft qui va durer le temps on va dire de 3-4 scénarios. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt. Guettez comment dire la suite on va dire de ce chapitre 1 qui va à mon avis être interminable. Je vais encore au moins sûrement faire au moins deux vidéos sur le chapitre 1, mais il a été vraiment très très grand puisque ça représente, comme je vous l'ai dit, quasiment 2 ans et demi de jeu. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaît toujours, que ça vous inspire, que on va dire ça vous divertit. Voilà, n'oubliez pas de mettre, on va dire, des commentaires pour me donner, on va dire, votre avis, des conseils. Si moi je vous ai donné des conseils qui vous ont été utiles, si ça vous a donné envie évidemment de mener votre campagne médiévale fantastique, si ça vous a donné des idées. Likez et voilà, comme d'habitude, suivez la suite des vidéos de la chaîne Tabula Rasa. Donc je reviens normalement bientôt pour la suite de ce chapitre 1. Ils seront probablement faits dès que je le pourrai. Et là je vais faire une petite pause parce que je commence singulièrement à avoir la tête comme un compteur. Donc vous m'en excuserez si la suite ne paraît pas tout de suite. Mais bon, on va dire ça viendra dans quelques jours. Allez, je vous dis donc à bientôt pour la suite des aventures dans le monde donc, de Rollmaster, donc cette fois-ci Shadow World et Planescape, puisque là on est plus dans Planescape, et dans les mondes d'ADD. Je vous remercie en tout cas, à bientôt.